Salut Catherine et Pablo. Salut, Salut, quel est salut. Petit débrief du dimanche, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va revenir sur une actualité politique de la semaine, en tout cas celle qui nous a marqué, nous, avec entre autres les ralliements du côté de Fabien Roussel. Plusieurs partis, plusieurs formations de gauche ont rejoint la candidature de Fabien Roussel. On dira un mot aussi de la conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon. Et puis de cette entrée en campagne d'Emmanuel Macron avec ses propositions, notamment sur l'annonce du report de l'âge légal de la retraite à 65 ans. Mais d'abord, on va évidemment dire un petit mot de la disparition d'Alain Krivine, qui est mort hier. On a appris sa mort hier à 80, il avait 80 ans. L'ancien leader de la Ligue communiste révolutionnaire. Catherine, toi tu l'as connu, peut-être tu peux nous en dire un Mmh, mot. mmh. Moi, je l'ai connu dans des circonstances qui sont, je trouve, intéressantes à raconter. C'était l'époque où j'étais du côté des refondateurs communistes et avec Alain Krivine, les refondateurs et la LCR avaient fait un rapprochement, c'est-à-dire pas un rapprochement dans le sens d'une fusion, mais en tout cas d'un dépassement des clivages et des affrontements qui avaient été Redis-nous ceux juste qui qui… sont les refondateurs, Catherine, parce que tout le monde Alors, peut-être. oui, c'est sûr que c'est une vieille histoire maintenant. Les refondateurs, c'était un mouvement critique qui a rassemblé des intellectuels et des élus pour l'essentiel, et quelques dirigeants de premier plan du Parti communiste des années 90 à 2000 à peu près, hein, on va dire. Ça a duré une dizaine d'années. Et dans cette période, voilà, le dépassement de la crise et des tensions extrêmement fortes entre la LCR et le Parti communiste, on peut dire que ça s'était presque incarné dans les années 68-70 avec Guy Hermier d'un côté qui dirigeait l'Union des étudiants les années 60, Guy Hermier qui dirigeait les Unions des étudiants communistes et Alain Krivine qui avait embarqué une partie d'entre eux pour aller créer la LCR bientôt. Du coup, c'était tous les deux rapprochés. Donc, Guy Hermé, c'était quand même une figure historique du Parti communiste à Marseille. Et donc, Guy Hermé qui dirigeait la LCR et ils s'étaient rapprochés tous les deux et on avait fait des réunions communes, enfin à cette époque-là, donc je l'avais rencontré. Et j'en retiens, donc bon, en dehors du caractère extrêmement sympathique d'Alain Krivine, c'était vraiment un homme charmant, mais c'était quand même quelqu'un qui était ferme sur le fond, c'est-à-dire c'était pas un sectaire, c'est-à-dire qu'il voulait qu'on se parle, il voulait qu'on arrête cette guerre entre communistes et trotskistes, mais il tenait sa ligne hein, de maintien d'un trotskisme tel qu'il le concevait, et il l'a porté jusqu'aux années 2000, notamment quand il avait pesé pour qu'il n'y ait pas d'alliance de la LCR avec les collectifs antilibéraux notamment, et qui avait abouti à ce désastre de 2007 après la campagne commune contre le TCE. Donc voilà, je pense que c'était un homme ferme sur ses convictions, mais pas sectaire, ce qui est quand même plutôt agréable, on va dire. Et l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'il incarnait et personnifiait d'une certaine manière une singularité de la France dans le monde occidental avec le maintien d'un trotskisme politique entre lui et Arlette Aguillet. Finalement, ils ont incarné ça. Il y a une relève aujourd'hui qui apparaît avec Toutou et Artaud et d'autres. Hein. Mais enfin, en tout cas, le trotskisme existe dans le monde occidental, notamment en France, et là où il a une visibilité politique, à côté du Parti communiste, qui lui-même est une autre singularité française. Voilà, je trouve que cette histoire-là, son nom est attaché à une singularité politique française. Ouais. Et moi, j'ai un assez bon souvenir avec Pablo. On l'avait interviewé, on peut revoir l'interview qu'on avait faite de lui, c'était en 2018. Effectivement, homme extrêmement sympathique et d'une intelligence redoutable. Il me disait, il faut une bonne grève générale qui dure. Euh, Allez, on passe Il est à l'autre constant sur ce plan. actualité. Oui, il était constant sur ce plan, c'est certain. L'autre actualité de la semaine, c'était Roussel. Ça nous a frappé, effectivement. Il y a eu l'annonce de plusieurs ralliements, plusieurs organisations, formations politiques, dont le MRC et puis aussi le PRG, plus étonnant d'ailleurs, peut-être, plutôt compagnon de route du Parti socialiste habituellement, donc on peut s'en étonner. Et puis des figures aussi, Marie-Noëlle Lienemann, Emmanuel Morel, qui étaient les figures qui venaient de chez les Insoumis, puisque plusieurs, enfin, en tout cas pour ce qui est de Marie-Noëlle Lienemann et Monsieur Morel, Emmanuel Morel, ils avaient fait partie de la campagne des Insoumis aux Européennes, notamment pour certains d'entre eux, et puis ils l'avaient soutenu surtout en 2017. C'est le signe de quoi, ces ralliements, Pablo ?
Je pense que c'est le signe surtout de l'incapacité de Jean-Luc Mélenchon à réunir, enfin il n'a pas réussi pendant 5 ans à réunir, à être la maison commune qu'il aurait pu être pour l'ensemble de la gauche. C'est un, je ne sais pas en fait comment les insoumis en fait considèrent ces départs, s'ils considèrent que c'est vraiment totalement périphérique, anecdotique que c'est de l'opportunisme politique de la part et d'Emmanuel Morel, de Marie-Noëlle Lienemann et de leurs partis De respectifs. l'opportunisme quand on est à 3% des sondages, vraiment, tu crois? Non, mais c'est-à-dire, en fait, c'est la possibilité pour ces personnalités politiques, qui sont quand même des personnalités politiques qui ont des histoires politiques importantes. Hein. Marie-Noëlle Lienemann, elle a été, comme tu l'as rappelé, la compagnonne de route de Jean-Luc Mélenchon depuis très longtemps. Elle incarne dans son rapport à la République, dans ses combats pour un certain type, une certaine laïcité, etc. Elle incarne quelque chose dans le paysage politique et dans la gauche. Le fait qu'elle choisisse finalement de rallier Fabien Roussel, ça dit bien que la, la, le, il y a un schisme aujourd'hui qui est en train de qui s'est créé en fait à gauche entre différentes forces politiques et que on aurait pu en fait l'espoir qu'on a eu il y a 5 ans et on a espéré qu'il se concrétise à l'approche de 2022, c'était précisément que euh, les différences en fait qui sont vraiment c'est une épaisseur d'un papier à cigarette qui sépare en fait tous ces gens-là. On aurait espéré en fait qu'ils trouvent une espèce de transcendance dans un ou une candidate pour l'élection pour 2022, mais plus globalement en fait dans une force politique qui permette de tout rassembler. Ça n'a pas été le cas, et donc du coup, bah, vous avez tous les gens en fait qui ne sont pas 100% chimiquement purs, 100% chimiquement purs insoumis, je veux dire, qui aujourd'hui vont chercher la lumière ailleurs. Et la lumière, c'est peut-être, je ne suis pas sûr que ça soit une clarification politique. C'est ça que Ah, je veux dire. bon. C'est pas tant, à mon avis, le projet politique de Fabien Roussel, mais c'est la capacité en fait de Fabien Roussel et du Parti communiste Hmm. d'accueillir en son sein des sensibilités qui ne sont pas tout à fait communistes. Marie-Noëlle Lienemann, elle n'est pas communiste. Emmanuel Morel, il n'est pas communiste. Et pourtant, ils arrivent à trouver refuge dans le port communiste. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord sur ce que tu viens de dire, mais j'y reviendrai. Et Catherine, je vais te poser la question qui va plaire à aux personnes qui nous suivent. Comment il faut lire justement ces ralliements? C'est la force attractive de Fabien Roussel ou c'est plutôt la force répulsive de Jean-Luc Mélenchon qui a fait ces ralliements? Bah, déjà, c'est la force répulsive du Parti socialiste. Parce que ce qui est étonnant dans tout ce monde, c'est qu'en fait, c'est deux groupes essentiels, donc le PRG, les radicaux de gauche, qui sont les alliés historiques du Parti socialiste, et tous ceux qui s'étaient ralliés à la candidature de Montebourg. Donc le MRC, c'est-à-dire ce mouvement qui avait été créé par Jean-Pierre Chevènement, bon, aujourd'hui il s'égare du côté de Macron, mais disons que le MRC qui est maintenant incarné par Laurent, qui est le maire de Kremlin-Bicêtre, et plus les amis de Marie-Noëlle Lienemann et d'Emmanuel Morel, et les amis de Lynn Gnocch par ailleurs, qui sont d'anciens socialistes. Tout ce groupe-là, ce sont des gens qui ont été au Parti socialiste. Avec Jean-Luc Mélenchon. Marie-Noëlle Lienemann, comment? Avec Jean-Luc Mélenchon. Ils ont été pas tous. Enfin, je veux dire, ils étaient dans l'opposition au Parti Oui, oui, socialiste. oui. Voilà. Ils appartenaient à cette famille socialiste, c'est ça que je veux dire. Ils appartenaient au Parti socialiste et Marie-Noëlle Lienemann a rappelé lors de la conférence de presse que tous ont donné en commun avec Fabien Roussel pour annoncer leur ralliement à la candidature de Fabien Roussel, a rappelé qu'elle était au Parti socialiste jusqu'en 2017. C'est-à-dire qu'en fait, la rupture, elle est liée véritablement au quinquennat de François Hollande, alors que tous ont été les opposants, les frondeurs pendant le quinquennat de Hollande et qu'ils rompent avec Hollande en 2017. Donc, moi, je pense que la première chose à retenir, c'est que véritablement, le Parti socialiste n'a plus d'alliés là en ce moment. Ils sont réduits à 1,5%, 2%, 2,5% au mieux dans les sondages, c'est-à-dire en fait, ceux qui restent de ceux qui ne sont pas qui n'ont pas été dégoûtés par
la gestion de François Hollande et ceux qui n'ont pas été attirés par Emmanuel Macron. Ça ne fait pas grand monde, hein, ça. Donc, ça fait un tout petit résultat pour le Parti socialiste. On ne sait pas comment qu'est-ce qu'ils vont en faire. La deuxième chose que moi, j'ai écouté la conférence de presse, donc chacun a expliqué les raisons de son soutien. Et tous ont dit ce que vient de dire Pablo, c'est nous ne sommes pas devenus des communistes. Ça tombait sous le sens, mais enfin, ils l'ont tous précisé. Et ce qu'ils ont énoncé, c'est deux choses, mais tous l'ont dit à leur manière, mais tous l'ont dit. Vous pouvez le regarder, c'est sur YouTube, ça dure 39 minutes, cette conférence de presse, donc ce n'est pas épuisant à regarder, mais c'était très clair. C'est d'une part, nous nous retrouvons dans les axes de la candidature de Fabien Roussel, c'est-à-dire celle d'une gauche sociale telle que l'histoire de la gauche l'a portée, donc la gauche du salaire, du pouvoir d'achat, etc. Donc la répartition capital-travail et tout ça. Donc la gauche sociale, d'une part, et d'autre part, la gauche républicaine. Et quand ils définissent la gauche républicaine, ça m'a paru intéressant, c'est qu'ils ne parlent pas, il y en a même certains qui ne le citent pas, la question de la laïcité. Il y en a un ou deux qui dit la loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905, mais les autres, notamment le PRG, ils définissent la République comme les corps intermédiaires, les syndicats, les associations, les services publics, etc. Et donc, la question de la République revenant comme une question matricielle dans leur engagement aux côtés de Fabien Roussel. Ça, c'est le premier point et ça me paraît quand même très dommageable que Jean-Luc Mélenchon, qui évidemment a cette même culture, se retrouve écarté de leur… comment c'est possible qu'ils ne se reconnaissent pas dans Jean-Luc Mélenchon sur ces éléments de programme. Parce qu'ils ont tous dit, sur le programme, nous sommes plus d'accord avec Fabien Roussel. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, qui me paraît aussi très important, c'est qu'ils ont tous dit qu'il va falloir reconstruire la gauche. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun d'entre eux qui pense que les éléments de l'avenir de la gauche sont dans la candidature de Fabien Roussel. Il faudra reconstruire la gauche et il faudra qu'on la reconstruise dans notre diversité et qu'on soit écouté et respecté. Ils l'ont tous dit. Et ça, je pense que c'est ça le problème. Il y a un échec pour le Parti socialiste, mais il y a un échec du côté de la France insoumise, c'est qu'ils ne se sentent pas respectés et reconnus. Et donc, il y a tous ces petits bateaux de la gauche qui en ont trouvé un peu plus gros. Ils ont cru que ça serait Montebourg. Ce n'est pas Montebourg, c'est Fabien Roussel. Mais en gros, comment exister quand il y a un bulldozer Jean-Luc Mélenchon, France Insoumise. Et je crois que l'interview de ce matin dans le JDD de Jean-Luc Mélenchon ne leur donne pas tort. C'est-à-dire, Mélenchon, il redit ce qu'il dit depuis le départ. Tout mon programme, et rien que mon programme, ceux qui veulent me suivre sont les bienvenus, les autres, tant pis, on s'en fiche. Il le dit comme ça. Je veux dire, oui, il le dit très clairement. Oui, il le dit très clairement. C'est les autres, tant pis, on fera sans eux. Donc, la question du rassemblement et de l'écoute de la diversité n'est pas dans le projet de Jean-Luc Mélenchon. On l'avait compris depuis le départ, puisqu'il a dit c'est mon programme, rien que mon programme et tout mon programme. Donc, je ne fais pas de place à d'autres entrées. Et là, à un mois, on est à exactement 4 semaines du premier tour, alors qu'il veut faire appel aux électeurs de gauche. Il leur dit ou vous soutenez tout ce que je dis, ou bien tant pis. Bon, et ben voilà, tant pis, ils sont partis ailleurs. On est parti sur tout ça est absolument insensé. Hein. On est parti sur le sujet Mélenchon, mais c'est pas grave, de toute façon, ça se rejoint l'un et l'autre. Mais tu nous as rappelé cette semaine, Catherine, ce grand discours de Mélenchon au Prado à Marseille, où il accueillait justement Marie-Noëlle Lienemann, on se souvient, en 2016 ou 2017. Non, c'était pas avant, c'était 2012. C'était pas au Prado. Non, ça se passe en 2018 et c'est pas un grand discours au Prado, c'est dans une salle intime, là, à Marseille, où il dit à Marie-Noëlle Lienemann et à Emmanuel Morel, « Ah, mes amis socialistes, ce que vous m'avez manqué. » Voilà. Moi, je me souviens, parce que j'avais trouvé qu'il avait fait beaucoup de violon sur « Oh là là, qu'est-ce que les socialistes m'ont manqué ?» Ce qui était légèrement contradictoire avec les socialistes, je vais vous faire la peau. Ouais. Bon, comme j'étais plus sur la deuxième ligne socialiste, on va vous faire la peau après 2017 et après la gestion du quinquennat Hollande, je n'avais pas adoré le discours de Mélenchon à l'époque sur les bras ouverts. Ouais. Mais peu importe, ce que je veux dire, en tout cas, ça a été un moment
où il les a récupérés, et puis après, Non, mais c'est ça qui est. ils ont pas eu d'espace, quoi. Hein. C'est ça qui devrait interroger, je pense, Jean-Luc Mélenchon et plus largement les Insoumis. C'est effectivement de voir que ceux qui ont été leurs compagnons de route en 2012, 2017, enfin 2010, oui, 2017, les communistes, et qui aujourd'hui les lâchent, d'autres qui rejoignent aujourd'hui Fabien Roussel et qui étaient hier avec Jean-Luc Mélenchon, ça doit interroger effectivement cette espèce d'isolement et ce rapatriement du côté de la famille communiste. Mais quand même, moi, je ne suis pas d'accord sur la question de la clarification, parce que pour moi, il y a clarification, justement. Et tu le disais, je ne sais pas s'il y a un clivage qui existe, s'il est implicite, s'il est non dit, parce qu'ils visiblement, ils n'en ont pas parlé lors de la conférence de presse. Mais quand même, sur les questions de laïcité, sur les questions de République, on voit bien qu'aujourd'hui, ce petit monde du MRC, ce petit monde du PRG, et y compris aujourd'hui la vision, par exemple, de la République ou de la laïcité d'un Fabien Roussel, elle est beaucoup plus proche, effectivement, des positions de Marie-Noëlle Lienemann, d'Emmanuel Morel, que celle de Jean-Luc Mélenchon. Marie-Noëlle Lienemann, il y a encore quelques mois, quelques semaines même, elle déposait une proposition de loi, un amendement au Sénat, pour interdire le voile dans l'espace public. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une clarification politique d'une certaine manière où Et qui est effectivement… centrale. Non, mais sérieux, Catherine, laisse-moi finir. Je ne te dis pas que c'est central. Je dis juste qu'il y a une clarification qui se fait de ce côté-là. Et je pense que pour eux, c'est tellement un identifiant de leur parcours politique, mais sur lequel Jean-Luc Mélenchon a été, tu l'as rappelé. Et Jean-Luc Mélenchon, il a fait partie des, ce qu'on a appelé, moi, ce que j'ai appelé à l'époque où j'étais un jeune con, un laïcard républicain. Et il a fait une partie sa mue sur ces questions-là, je pense. Et il y a un véritable désaccord. Ils n'arrêtent pas de le dire et de le rappeler, Anne Hidalgo la première d'ailleurs, sur la vision de la laïcité. Donc je pense que c'est pas un petit, c'est pas que des ralliements, c'est pas que des ralliements parce que Jean-Luc Mélenchon est un méchant. C'est un ralliement aussi parce qu'il y a une vision, en tout cas une clarification politique sur les questions de police, sur les questions de laïcité, de République plus largement, oui, je pense. Moi, je sais pas si ce que tu dis, je sais pas si ce que tu dis est juste, hein, parce qu'on n'est pas dans la tête de Marie-Noëlle Lienemann ou d'Emmanuel Morel, et entre les éléments de langage qu'ils peuvent donner dans une conférence de presse et ce qu'ils pensent vraiment, c'est même pas une question de ce qu'ils pensent, c'est une question d'identité politique. Leur identité politique aujourd'hui me paraît beaucoup plus celle qu'avec celle de Mélenchon, ça c'est une certitude. Oui, mais en fait, ce qui est dramatique, c'est si aujourd'hui la laïcité, ils considèrent la laïcité comme étant la pièce constitutive en fait de leur identité politique, alors c'est dramatique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un risque. Des deux côtés. Mais des deux côtés, ça serait dramatique. On en a déjà parlé, on en parle souvent à regard, mais c'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'Alain Krivine. À une époque, en fait, la gauche était divisée entre deux grands camps. C'était d'une part, en gros, les révolutionnaires et d'autre part, les réformistes. C'était ces camps qui s'affrontaient. Aujourd'hui, et c'est vrai, Pierre, tu as un peu raison, certains sont tentés d'annuler en fait ce clivage et d'en créer un nouveau qui serait d'une part le camp de la République et d'autre part le camp de la gauche anti-républicaine. C'est dramatique, c'est dramatique. Je ne sais pas si Marine Fabien Roussel, Anne Hidalgo ont vraiment ce projet-là en tête pour cliver avec Jean-Luc Mélenchon. Si tel est leur projet, alors c'est dramatique. On va dans le mur. On ne peut pas penser comme ça. Pardon, non, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais moi, je ne crois pas. Oui, Pierre, je pense… Non, mais ce que je te dis, c'est prends le temps d'écouter la conférence de presse. Je pense qu'il y a d'autres points de désaccord. Il y a des points de désaccord entre tous ces gens. Je ne dis pas que tout le monde… D'abord, je ne sais pas si tout le monde à la France insoumise pense la même chose, si je peux me permettre. Il y a ce que dit Jean-Luc Mélenchon et l'image qu'on renvoie de ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qui sont deux choses déjà légèrement différentes. Moi, j'avais dit à l'époque, je trouvais insensé l'entrée en campagne d'Anne Hidalgo disant il y a la gauche républicaine et l'autre gauche. Non, mais ça veut dire quoi? On n'est pas républicain. Non, ça, c'est juste pas possible. Donc, il y a vraiment une hypertrophie du côté du Parti socialiste qui, ne sachant pas sur quelle base il allait lancer sa campagne et comment justifier sa candidature, n'ayant pas fait le bilan critique du mandat Hollande, n'avait que ça à se mettre sous la dent. Mais je ne te dis pas qu'il y a un accord sur tous les points avec ce que pense Marie-Noëlle Lienemann, ce que pense le PRG, ce que pense le Parti communiste. D'ailleurs, tout ça, c'est déjà pas la même chose. Et ce que pense la France insoumise, qui elle-même, je n'en sais trop rien. Ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas penser que c'est le cœur de la clarification politique. Et je crois que personne ne le pense. Sérieux, je pense que personne ne le pense. C'est des artifices qui sont faits pour construire des digues. Et moi, ce que je trouve dramatique, c'est la culture des digues. Il faut arrêter avec cette culture des digues.
J'allais vous Alors, en poser la, campagne électorale, j'allais vous en poser la campagne question. électorale, la connerie l'emporte. Hein. C'est qu'il faut surtout J'allais vous se poser la démarquer. question. J'allais vous poser la question. Quelle devrait être la réaction de Jean-Luc Mélenchon ou l'attitude de Jean-Luc Mélenchon? Mais vous l'avez rappelé, en fait, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon reste la même. C'est celle de la position qui est celle du JDD aujourd'hui. C'est je trace ma route. C'est ça? Ben, moi, ce que je pense, c'est que j'espère que la semaine prochaine, Jean-Luc Mélenchon fait sa marche traditionnelle À Paris. oui, à Paris pour la 6e République. Enfin, traditionnelle au sens où c'est la 3e fois, c'est quand même pas tous les ans, c'est pas une tradition historique qui a plusieurs décennies. Mais en tout cas, pour la 3e fois, il invite ses soutiens à marcher pour la 6e République et il va à cette occasion s'exprimer. J'espère qu'à cette occasion, il va faire un grand discours sur la République et sur la laïcité, entre autres. Ça tombe La bien. République, ce n'est pas que la Il fait un discours sur laïcité. la place de la République. Ben oui, il va faire un discours sur la place de la République et donc il va dire quelque chose sur la République. Donc, encore une fois, la République, ce n'est pas que la laïcité. Et dans la question de la laïcité, il peut y avoir des désaccords. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des désaccords, hein, mais il ne faut pas les hypertrophier. Personne n'est d'accord, par exemple, avec l'éducation confessionnelle, par exemple, à gauche. Tout le monde est en désaccord avec ça. Voilà, je veux dire, le fait que l'espace public soit un espace neutre, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Donc, toute la loi de 1905 et rien que la loi de 1905, ça me paraît être un peu un point de convergence de toute la gauche. Alors après, qu'il y ait des différences de curseurs, ça ne justifie pas, franchement, par rapport à d'autres sujets de désaccord qui sont plus lourds, ça ne justifie pas les digues placées. Et moi, je pense que ces digues, il faut absolument les faire tomber. On ne vote pas. Quand on vote Jean-Luc Mélenchon, on ne vote pas contre la loi de 1905 et contre la République. Ça, je m'excuse, mais ça, c'est non. Allez, autre actualité de la semaine, l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron avec deux annonces, notamment la suppression de la redevance télé, donc il l'a assumé et il assure que ce sera dans son projet, et surtout la réforme des retraites qu'il n'a pas pu faire pendant ce quinquennat et qu'il annonce faire pour le prochain avec un départ à 65 ans, reporté à 65 ans. Bon, bah, je sais pas, moi le ton est donné, mais bon, est-ce qu'on pouvait vraiment s'en étonner? Bah oui, franchement, moi je ne m'attendais pas à une entrée en campagne sur des thèmes aussi néolibéraux. C'est-à-dire que là, vraiment, en fait, il place son curseur très très à droite. Moi, je pensais que, par exemple, tu parlais de la question la retraite à 65 ans. En fait, je pensais effectivement qu'il allait le faire, mais qu'il n'allait pas se dévoiler aussi rapidement. Là, en fait, il en fait une proposition forte, puisque c'est une de ses premières propositions. Il dit, voilà, moi, si vous m'élisez, je veux faire la retraite à 65 ans. Moi, je pensais qu'il allait faire comme en fait comme il l'avait fait un peu dans le premier quinquennat, c'est-à-dire que il ne l'annonce pas dans la campagne, et puis en fait, de facto, parce qu'il faut bien gérer le budget de la France, etc., et que les comptes de la sécurité sociale sont dans le rouge, ben oui, après, je vous propose en fait la retraite à 65 ans, alors que je ne vous l'avais pas dit au départ. Là, en fait, comme il n'y a plus d'espace à droite, enfin, plutôt, l'espace politique sur sa droite s'est complètement recomposé et qu'il n'y a plus la droite traditionnelle, on va dire, à la fois néolibérale et républicaine n'existe plus, puisque Valérie Pécresse, hein, on l'a encore vu dans le débat qu'elle a fait avec Éric Zemmour, vraiment est complètement partie à l'extrême droite et aujourd'hui, elle a plus grand chose. Au départ, on pensait que c'était une autre Macron, mais aujourd'hui, elle a plus grand chose à voir, à mon sens, hein, avec Emmanuel Macron et elle a plus à voir avec l'extrême droite. Du coup, Emmanuel Macron se dit bon, bah là, j'ai un boulevard, je vais investir en fait ce champ-là et je vais investir le champ de la droite. Et donc, moi, je pense que potentiellement, il peut reprendre tout le programme de François Fillon de 2017 et le faire sien. Parce qu'en plus, c'est son projet. Maintenant, on l'a compris, c'est son projet. Et tu parles de la redevance. Je suis sûr que si on cherche, c'était aussi dans le programme de François Fillon de 2017. C'était aussi le projet Moi, d'Édouard Philippe, la retraite à 65 ans. moi, je ne suis pas très surprise qu'ils le disent très clairement dès le départ, hein, parce que Chirac avait fait sa campagne en 95 qu'il a gagné sur la fracture sociale et quand il a voulu faire sa réforme des retraites, ben, il a dû canner. En 2017, il ne l'avait pas énoncé, en effet, comme tu le rappelles clairement, Macron ne l'avait pas dit clairement,
Et du coup, il a dû canner. Certes, il y a eu le Covid qui a fait que ça s'est arrêté, mais je veux dire, c'était aussi parce que politiquement, ce n'était pas possible de passer en force dans ce moment-là, quoi. Et je crois que il ne peut pas, une réforme de cette ampleur-là ne peut pas ne pas avoir été explicitement énoncée. Et ce qu'il va essayer de faire, c'est de le faire valider. C'est-à-dire qu'il va dire, bon, j'en fais un sujet de débat, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon d'une part, Fabien Roussel d'autre part, Marine Le Pen enfin, tous ont essayé de le choper sur ce sujet. C'est-à-dire ils vont essayer d'en faire le sujet central, parce que sans ça, si on continue d'être sur l'Ukraine et le chef de guerre, etc., il n'y a pas d'espace. Donc, ils vont tous essayer de ramener le débat. C'est pour ça tout à l'heure, à propos de la laïcité, que c'était bullshit. Je ne crois pas à ce clivage au sein de la gauche sur la laïcité, mais par exemple, ce que je pense, c'est qu'il y a des choses très très puissantes qui unissent la gauche, notamment cette question de la retraite et du niveau des pensions, etc. Et que je pense que ça va être un enjeu très important de la campagne qui commence maintenant, et qu'il était nécessaire qu'il le fasse. Il ne pouvait pas, ou alors il n'était pas en mesure ensuite de mettre en œuvre cette réforme. La deuxième chose que je voulais quand même signaler dans l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, c'est qu'ils nous vendent un pataquès sur le thème « Je vais revivifier la démocratie en faisant le grand débat permanent ». Ouais. Voilà, je trouve que ça aussi, ça mériterait d'être retenu, parce que c'est quand même l'image du grand débat tel qu'on s'en souvient d'Emmanuel Macron parlant pendant 4 heures à 6 heures, c'est-à-dire dans un jeu de questions-réponses, et ce qu'il a réitéré à Poissy, montre l'idée qu'il se fait de la coélaboration et de la participation des citoyens. Donc, il va tenir un peu ses deux pieds, c'est-à-dire, je l'ai dit pendant la campagne, je suis élu, donc je suis valide, et par ailleurs, je désamorcerai les crises sociales par des débats tels qu'ils m'ont porté chance au moment de la crise des Gilets jaunes. C'est un peu ça, à mon Ouais. avis, ces deux pieds. Pour l'instant, ça lui réussit, hein. Il n'a Oui, pas eu plutôt, trop ouais. d'air. Ben oui, parce que les gens ont oublié que Fillon a dégringolé quand il a raconté qu'il allait remettre en cause la sécurité sociale juste après son élection. Il avait dit « Oh, les petits rhumes, on ne va pas les rembourser ». Et boum, il a plongé. Donc là, on va voir ce que l'affaire de la retraite à 65 ans va faire. Enfin, le dernier truc, c'est que j'espère qu'il va baisser pour que l'idée que le match n'est pas déjà plié ne s'impose pas. Parce que si le match est plié, alors là, la participation Risque d'être faible. des jeunes et des L'avertissement de Brice voilà. Teinturier aujourd'hui dans le Parisien. Effectivement, il dit Bah, on risque c'est d'avoir un clair. record d'abstention à sa Ben, prochaine. Macron aime si tout le tellement, monde pense, si Macron tout aime le monde tellement le pense que débat, pardon. Macron, comment? Macron aime tellement le débat qu'il ne veut pas participer au débat de premier tour. C'est une erreur d'après vous d'ailleurs qu'il n'y participe pas? Non, moi je pense pas. Moi je pense qu'il a aucune raison. En fait, il a aucune raison d'y participer. Je veux dire, c'est pas Emmanuel Macron n'aime pas la démocratie. Enfin, je veux dire, il n'a pas un rapport très fort ni avec la démocratie ni avec nos institutions. C'est vrai que si dans une démocratie, à mon avis, saine, on aurait besoin de ces débats de premier tour. Notre démocratie aujourd'hui n'est pas saine. Je veux dire, elle est pilotée par des médias qui font absolument n'importe quoi, des réseaux sociaux qui amplifient des phénomènes genre dans tous les sens, mais qui sont pas les bons. Donc, je pense effectivement qu'il n'a aucun intérêt. En plus, on est en guerre, donc il est chef de guerre. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'un chef de guerre aille débattre genre à la télévision? Et quand je dis chef de guerre, c'est il est chef de guerre en Ukraine, mais il est aussi chef de guerre du Covid. Encore, hein, parce qu'on est en train de nous expliquer que le Covid est en train de repartir. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'un chef de guerre aille débattre avec des Aucune candidats. raison, à ses yeux. À ses yeux, pardon. Oui, je me place de son point de vue. Moi, j'aurais espéré, j'aurais aimé en fait qu'il y ait un débat public et un débat démocratique, d'ailleurs, qui dépasse la question stricte des candidats et des candidates à l'élection présidentielle. C'est pas le cas. Tout est l'actualité en fait a phagocyté en fait déjà cette présidentielle. Donc, en parlant de débat, demain, il y a le premier débat. Enfin, c'est pas un débat, justement, c'est la première grande soirée présidentielle qui aura lieu sur LCI.
avec presque l'ensemble des candidats invités, mais Emmanuel Macron en sera, mais ce ne sera pas un débat, ce sera des interventions seules, sans discussion possible, ni contradiction avec les uns les autres, et sans la participation ni de Nathalie Arthaud, ni de Philippe Poutou, ni de Nicolas Dupont-Aignan, ni même de Lassalle. Poutou a écrit une lettre apparemment à Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, et c'est tout, je crois, enfin à la gauche, mais en général, pour leur demander de faire pression et de peser de leur poids pour que si ils n'y participent pas, eh ben, eux-mêmes renoncent à participer à cette émission. C'est quand même un problème, quand même, cette histoire. Moi, je suis d'accord, c'est totalement scandaleux ce truc. Hein. Je ne vois pas au nom de quoi ils sont écartés. D'autant que Poutou, il fait un meilleur score dans les sondages que Anne Hidalgo, elle est invitée. Oui, il y a un sondage, c'est pareil. Non, pas qu'un sondage. Ils sont quand même dans la même proportion, je veux dire. Donc, il n'y a pas de… Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que Anne Hidalgo est dans la même proportion que Dupont-Aignan, Lassalle, et ça ne justifie… Je veux dire, on ne peut pas justifier leur non-participation au titre des sondages, encore une fois parce que Anne Hidalgo est aussi basse qu'eux, et que par ailleurs, ce n'est pas possible, ou alors ils sont candidats ou ils ne sont pas candidats. Enfin, il y a quand même un minimum d'égalité qui est vraiment scandaleuse. Le deuxième truc que je voulais revenir sur l'histoire des débats, c'est que le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron n'a personne qui parle en son nom, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de… Enfin, je veux dire, avec qui peut-on discuter si lui n'est pas présent ? Qui engage la parole du candidat, je veux dire, à la France insoumise, ou du côté de Roussel, ou du côté de Jadot, il y a des personnes qui sont identifiées comme étant représentants, portant la parole du candidat. Là, Macron, c'est Macron ou personne. D'ailleurs, il n'a même pas dit à son parti quelles étaient ses propositions. Donc, comme ça, personne ne peut parler à sa place. De toute façon, ils ne savent pas quoi dire. Donc, ça fait partie vraiment aussi du problème. Au-delà de la présence d'Emmanuel Macron, dans ces débats, il y a aussi le fait qu'il n'est pas… Donc, il n'y a pas de confrontation. Il ne peut pas y avoir Jean-Luc Mélenchon face à, je ne sais pas quoi, moi, un représentant du parti. Il ne va pas discuter avec Guérini, quoi. Tu vois, c'est ce que j'allais dire, avec Stanislas Guérini. Ça. C'est ça. Allez, vous avez des coups de cœur ? Oui. Ouais, moi, si tu veux, je peux commencer. J'ai commencé à regarder, alors j'ai regardé que les 3 premiers épisodes, mais franchement, il faut le voir parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est la série de Volodymyr Zelensky, donc la série qu'il a portée au nu et qu'il a fait connaître à toute l'Ukraine. C'est disponible sur Arte, ça s'appelle Le Serviteur du Peuple. C'est très étonnant parce que bon, c'est une comédie et en gros, c'est l'histoire d'un président à la fois très honnête, mais très populiste à la tête de l'Ukraine. Et donc, on le voit prendre des décisions, etc. Franchement, c'est assez drôle. Alors, je ne sais pas tellement encore ce que ça dit du Zelensky qu'on connaît et qui est retranché dans son bunker à Kiev, mais ça dit énormément de choses sur la politique et la façon dont un populiste, parce que moi c'est ça que je vois, un populiste pourrait gouverner un pays aussi grand que l'Ukraine. Catherine, ton coup de cœur ? Oui, le film Rien à foutre, qui est fait par 2 réalisateurs. C'est leur premier film, une femme et un homme, Marc et Lecoustre, qui sont plutôt des documentaristes et qui ont fait un film sur le travail, la vie d'une hôtesse de l'air dans une société d'aviation low cost. Et c'est extrêmement intéressant parce que, alors il n'y a pas un suspense de dingue, hein, c'est assez proche du documentaire, mais d'abord c'est un film sur le travail, donc dans lequel on voit le travail dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire le travail au quotidien, les rapports avec la hiérarchie, le rapport avec les syndicats, les rapports avec les autres collègues, donc la vie d'une hôtesse de l'air. Et on voit une jeune femme d'aujourd'hui qui a moins de 30 ans, ses aspirations, sa façon de vivre ses amours, et dans cette espèce de décalage… Oui, dans cette espèce de décalage permanent entre investissement et rien à foutre, présence et absence. Et j'ai trouvé ça un regard hyper contemporain sur le travail et sur la jeunesse. Voilà, c'est pas si souvent qu'il y a un film de cette qualité, à mon avis. Eh bien, moi, avec cette journée forte grise, je vous invite, je vous recommande vivement d'écouter Mathilde. C'est mon véritable coup de cœur, mais vraiment coup de cœur de cette semaine. J'ai découvert cet artiste, on l'a reçu dans la midinale cette semaine, mais je vous invite vraiment à écouter sa musique et notamment sa dernière chanson qui s'appelle Martyr de la cause. Ça met la patate. C'est pas très heureux
dans le texte, parce qu'elle parle quand même de sujets lourds, hein, de violences sexuelles, de sexisme, de la domination, du patriarcat. Enfin bref, c'est vraiment de la musique comme je l'aime, et ça met la patate. Donc, mettez ça en boucle toute la journée, ça va faire du bien. Ouais, bah, tu peux le mettre à la fin voilà, du débrief, et puis on peut se reporter, pardon, à la midinale que vous avez de cette semaine. Ouais, tout Allez, à fait. bon dimanche. Ciao, salut, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. La méchante qui casse l'ambiance en soirée, la terreur avec qui on peut même plus rigoler, l'hystérique qui bouffe du mec au petit déjeuner. Je suis la sorcière au bûcher, je suis la menace qui fait la une de valeur, la dangereuse qui ne pense qu'à protéger ses sœurs. Je suis celle qui met la fâchosphère en sueur. Qu'est-ce qu'il y a, tu crois que tu me fais? J'ai été rabaissé, humilié, agressé, frappé, j'ai été vilipendé, harcelé, cancelé, catcollé, insulté, touché contre mon gré. Si jamais je m'en remets, on doutera de ma vérité. J'ai été dégradé, déprécié, dénigré, écrasé, discrédité, méprisé, attaqué et blessé, toujours sous-estimé. Si jamais je l'ouvre pour témoigner, on chira sur ma vérité. Alors vas-y, allez, qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y, allez, crois bien qu'après tout ça je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez, bah quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage c'est maintenant. Et si jamais tu oses, c'est avec joie que je serai une martyre de la cause. Avec plaisir je serai une martyre de la cause. Avec honneur je serai une martyre de la cause. Avec fierté je serai une martyre de la cause. Je suis l'inquisition qui censure la culture, la matriarche extrémiste ravageant l'écriture, la délinquante véhémente que craignent les ordures. Je crache ma haine des pourritures. Je suis la gynocrate assoiffée de vengeance, présomption d'innocence contre légitime défiance. Je suis la folle castratrice avide de violence. Bienvenue dans la résistance. J'ai été rabaissé, humilié, dénigré, écrasé, discrédité, harcelé, cancelé, méprisé, insulté et blessé. Tu peux toujours tenter de museler, rien ne pourra jamais m'arrêter. Alors vas-y, allez, qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y, allez, crois bien qu'après tout ça je suis prête à tout encaisser. Vas-y, allez, ben quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage c'est maintenant. Et si jamais tu oses, c'est avec joie que je serai une martyre de la cause.